Sagebrush est un jeu développé et édité par Redact Games. Il est disponible depuis le 18 septembre 2018 via les plateformes Steam et itch.io, puis a été porté et édité sur console par Ratalaika Games en août 2019 sur PS4, Xbox One et Switch, puis en novembre 2020 sur PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un simulateur de marche, également étiqueté Walking Simulator, dans lequel le joueur est invité à explorer le site abandonné de Black Sage, à Albuquerque, dans le désert du Nouveau-Mexique. À travers les déambulations d'un personnage féminin dont le nom nous est inconnu, le joueur revient sur le lieu fictif de tragiques événements liés à un groupe nommé Perfect Heaven. Si ce groupe est totalement inventé par l'auteur, développeur et producteur du jeu, Nathaniel Behrens, Redact Games n'étant composé que d'une seule personne, il est inspiré par de véritables mouvements à dérive sectaire ayant marqué l'histoire des États-Unis de façon sinistre. Suite à un court monologue dans lequel notre protagoniste nous présente sa première rencontre avec Anne, véritable pierre angulaire du récit, le contrôle du jeu nous est donné lors d'une première séquence nocturne. Nous débutons notre partie face à un mur de grillage, un portail fermé par des chaînes et un cadenas, soulignant l'aspect privé et sécurisé du lieu dans lequel il va falloir évoluer. Et si la première action attendue de la part du joueur est de couper ce grillage et d'entrer à l'intérieur par effraction, geste en apparence totalement anodin, il y a déjà fort à parier qu'une certaine symbolique se cache ici. Sagebrush peut être aisément rapproché de titres comme Firewatch ou Gone Home, que nous avons déjà traités ici. Il utilise les mêmes recettes que ce dernier, en nous conditionnant à une peur sournoise, insidieuse, convoquant notre empathie et notre culture générale. Par le biais de documents, d'enregistrements audio et d'exploration, le joueur est incité à ressentir de la peur alors même qu'il n'y a, en apparence, que peu d'indices pour le justifier. Tout du moins, dans la première partie du titre. Si Gone Home mettait les conditions météo et l'obscurité de la nuit au service, si ce n'est de la peur, du moins de son appréhension, c'est principalement par sa bande-annonce qu'il avait influencé le public, se jouant de lui par des artifices de mise en scène totalement absents du produit final. Sagebrush fait le contraire. Ici, une bande-annonce mélancolique, presque douce. Et puis, dès le lancement du jeu, un carton d'avertissement. Black Sage Ranch, 250 miles au nord-ouest de Albuquerque. Site du suicide collectif de Perfect Heaven, 1993. L'entrée dans le ranch se fait avec cette appréhension, avec cette information. Et c'est prudemment, avec beaucoup de réticence et de pudeur, que le joueur va parcourir l'ensemble du jeu, placé dans la confidence. Ici sont morts des individus. Beaucoup. Trop. Et nous devons revenir sur le lieu de leur décès. L'information est directe, sans artifice, détachée de tout contexte. Il ne reste plus qu'à l'impact émotionnel du joueur de commencer le travail, et à sa perception de l'information, aussi individuelle soit-elle, à le placer en position de vigilance. Début 2017, Nathaniel Behrens doit se rendre à l'évidence. Même s'il travaille comme producteur vidéo pour une université, son parcours scolaire et ses expériences professionnelles ne le mèneront pas à la conception de jeux vidéo. Il a déjà, certes, réalisé un certain nombre de petits jeux gratuits, mais le projet sur lequel il essaie d'avancer actuellement, un jeu d'infiltration qu'il juge trop ambitieux pour ses maigres connaissances, n'est pas satisfaisant. Conscient de ses propres limites, il décide d'annuler le développement pour ne pas voir échouer son premier gros projet. Il se dit que, quitte à s'user la santé sur la fabrication d'un jeu qui ne sera pas à la hauteur, autant le faire rapidement, sur quelque chose d'envergure moindre. Il décide de se concentrer sur ce qu'il pense savoir gérer, mettant en avant les qualités qu'il possède déjà, l'écriture et la conception d'environnement. Amoureux de l'esthétique des jeux 3D de la fin des années 90, que ce soit des FPS comme Quake sur PC ou des survival horror comme Silent Hill sur la première PlayStation, il opte pour un style visuel lo-fi, constatant rapidement l'engouement qu'une telle esthétique est en train de susciter dans la sphère indépendante, que l'on peut qualifier aujourd'hui d'analogue horror. En parallèle, il se renseigne sur l'histoire des sectes et leur évolution sur le sol américain, après avoir été profondément marqué par la lecture du livre Going Clear, Scientology, Hollywood and the Prison of Belief de Lawrence Wright, plus tard adapté en documentaire sur HBO. C'est dans une interview pour le site ATLV qu'il confie avoir toujours été intéressé par la façon dont les gens construisent des systèmes de croyances fortes et par les raisons pour lesquelles ils le font. D'après ses observations, les sectes en sont le reflet à un niveau extrême et terrifiant. L'intelligence dont fait preuve Nathaniel Behrens est de ne pas présenter le culte de son futur jeu comme spectaculaire. En faisant le choix de la vraisemblance, la représentation de Perfect Heaven, plus particulièrement de ses membres, sonne juste.
réaliste. Behrens déclare qu'il veut son groupe basé sur un amalgame d'exemples du monde réel, et que ses membres soient représentés comme de réels humains, complexes et non prévisibles. Il esquisse à la main une carte simple, peu détaillée, puis commence à en définir les limites et à concevoir les bâtiments, alors même qu'il n'a pas encore fini d'écrire l'histoire de Sagebrush. En procédant ainsi, il s'assure que tous les bâtiments sont à l'échelle souhaitée, et peut se permettre de réaliser une seule et unique scène sous Unity, en évitant ainsi les effets de mise en scène pour dissimuler les temps de chargement. Behrens recherche un sentiment de liberté et de grandeur. Il est capital que son jeu ait l'air vaste et ouvert, plutôt que le joueur puisse se perdre dans des couloirs linéaires. Et pour renforcer ce sentiment d'immensité, il fait le choix de ne jamais donner la position du joueur lorsque celui-ci consulte la carte dans les menus. Il doit se repérer grâce à des bâtiments, à commencer par la chapelle qui domine l'ensemble du terrain. Perdu dans un premier temps, le joueur doit comprendre le sous-entendu de l'œuvre. Dans cet espace, au-delà des illusions, personne ne va vous guider, personne ne va vous donner de réponses claires, personne ne va vous aider à trouver de repères si ce n'est la représentation symbolique d'une forme de spiritualité. C'est maintenant votre espace, votre lieu d'errance. On vous a donné l'illusion du choix en vous y faisant entrer, ici par le gameplay, et c'est dans ce cadre à la fois si vaste et si circonscrit que vous allez devoir évoluer jusqu'à ce qu'on vous autorise à en partir. Impossible de revenir en arrière, à moins d'un miracle ou d'un drame. La salle communautaire, premier bâtiment accessible, pose les bases. Les meubles y sont rares, les détails absents. C'est en usant de symbolique, en optant pour une forme d'épure, que Sagebrush nous embarque dans sa narration. Les assiettes restées sur les tables sont vides, mais leur disposition, laissée telle quelle, nous évoque que le temps s'est figé en un instant. Allumer le générateur à essence évoque l'aspect reculé de toute civilisation et accentue cette idée d'isolement. Enfin, on y trouve les premières consignes et une présentation des résidents sur un tableau d'information. Chacun se présente brièvement, mettant en avant là ou les qualités qui feront de lui un membre indispensable au groupe. Enfin, une partition posée sur un pupitre, près d'une guitare, nous informe de la nature des croyances de ce mouvement. Il est ici question de christianisme, sans aucun doute déformé et réinterprété par le père James, le leader. Nous sommes en terre connue, et il n'y a pas besoin de lire des tonnes de textes pour comprendre le dogme et la nature des événements qui se sont joués ici. Christopher vient de Flagstaff, en Arizona, où il était fermier. Il souhaite apporter son expertise en agriculture et en élevage à la communauté. Viola, née au Canada, vient de la ville de Fresno. Elle est accompagnée de ses 2 enfants, Lucas et Juliette. Leur présence lui donne la légitimité de se consacrer à l'éducation des enfants de la communauté, entendre par là, leur enseigner la voie du Seigneur. Peyton vient d'une petite ville de l'Oklahoma, dans laquelle il tenait une épicerie qu'il a dû fermer. Il a auparavant eu une carrière militaire. Candice, quant à elle, adore la cuisine et les travaux manuels. Elle a la particularité d'être polyglotte. Josiah a vécu dans la rue pendant des années, et se sent reconnaissant d'avoir croisé la route du père James, qui lui permet de vivre sous un toit, accompagné de gens qu'il considère comme une famille. En quête de vérité et se sentant endoctrinée par l'Université de Californie du Sud, Lillian a rejoint la communauté après avoir visité 4 continents en 3 ans. Enfin, Vance est persuadé d'avoir démasqué les mensonges de l'église que fréquentent ses parents et a décidé de suivre les enseignements du père James en rejoignant Perfect Heaven. Tout comme Andrew, présenté un peu plus tard dans le jeu, lui aussi persuadé que les autres mouvements religieux ne sont suivis que par des crétins et des menteurs. Et puis il y a Anne, ou plus précisément Sœur Anne, qui accueille les nouveaux membres et veille à leur intégration, et James, un homme d'âge moyen, barbu et très propre sur lui, le leader du groupe, celui que tout le monde appelle père. Il est représenté en peinture ça et là dans les bâtiments. À nouveau, la présentation des habitants du ranch est succincte, mais suffisante pour qu'on se fasse une idée des différentes dynamiques de groupe qui se sont développées ici, ainsi que les différentes motivations à rejoindre ce groupe. Un paysan probablement isolé par la nature même de son travail, une mère célibataire potentiellement en conflit avec son ex-partenaire, un homme sujet à des problèmes financiers, n'accordant plus sa confiance aux institutions militaires du gouvernement, un sans-abri auquel on offre une seconde chance, une femme en quête de connaissances et luttant contre son décrochage scolaire, et un jeune homme déçu par l'enseignement traditionnel de la religion. Différents profils, différents parcours de vie, mais des points communs qui les rassemblent. La perte de repères et de confiance, la défiance envers les institutions établies et la quête d'identité. Et puis, Anne,
qui n'a l'air de rien, mais qui veille dans l'ombre de James. C'est cette dernière qui a convaincu notre héroïne de venir s'installer ici, qui lui a présenté James. Pour se souvenir de son parcours, notre avatar est invité à consulter les bandes audio qu'elle a enregistrées durant son séjour passé à Perfect Heaven, sorte de notes mentales, de journal intime, dans lesquelles elle partage son histoire, ses sentiments et ses doutes. Elle parsème la route de Liliane, et chacun de ses témoignages, en plus de nous en apprendre davantage sur son évolution, nous renseigne sur la vie au sein de Black Ranch. Et puisqu'il s'agit d'un jeu narratif, une attention particulière a été apportée à la mise en scène lors de la lecture des documents. Si le format papier apparaît comme un bloc de texte au centre de l'écran, encourageant le joueur à se saisir des informations, les documents audio, eux, sont entièrement doublés et permutent l'écran en noir et blanc, artefact de mise en scène invitant à un quasi-recueillement. Ce choix d'informer le joueur brièvement, de focaliser uniquement sur les détails et ne pas se perdre dans de la narration inutile, combiné au choix esthétique rétro et au minimalisme dans l'ameublement et la représentation des lieux, font de Sagebrush un ensemble cohérent. Le joueur est invité à lire, explorer, relire, analyser, comprendre. Il prend le rôle de l'enquêteur, explorant des lieux à peine esquissés, une salle de classe, une grange, une ferme, une ancienne mine. Ces espaces, nommés avec simplicité, évoquent immédiatement un concept familier, une image en tête, sans détails superflus. Juste assez pour comprendre où l'on se trouve. Un tableau noir accroché au mur, devant des bureaux, ici on étudie. Un parc de caravanes, ici on dort, on vit. Des tables sur lesquelles des assiettes sont abandonnées, ici on a mangé. C'est à partir de cette base que Sagebrush appâte le joueur vers ses indices narratifs. S'ils ne détonnent pas, ils attirent au moins l'attention, rendent curieux et récompensent par leur contenu. Bien entendu, tout n'est pas si superficiel. Nous visitons un lieu dans lequel s'est déroulée une catastrophe. Cette histoire que nous jouons, cette quête que nous poursuivons, n'est pas la nôtre. C'est celle de Liliane. Et tandis qu'elle tente de se souvenir, se fait violence pour guérir et cherche à trouver une paix intérieure, la catastrophe se rappelle à elle, et donc à nous, de manière croissante au travers de témoins dispersés dans le décor. Une trace de sang ici, une note glaçante, agressive, là. Liliane est la seule maîtresse de la situation. Tout ça, elle l'a déjà vécu. Elle sait ce qui se cache derrière les portes, à quoi sert l'éducation qu'on donne aux enfants dans ce lieu, pourquoi il est interdit d'entrer dans la maison du père James. Elle ne souffre pas de l'angoisse du joueur, de l'appréhension qui le traverse à chaque étape qui le rapproche du moment fatidique. Elle l'invite seulement dans son intimité pour lui partager son parcours, tant les victoires que les erreurs. L'inquiétude est renforcée par une idée, là encore brillante, de simplicité. Sagebrush se déroule le temps d'une nuit. Elle tombe progressivement sur Black Sage, jusqu'à laisser place à une totale obscurité, marqueur du temps qui passe au rythme de la progression du joueur, l'obligeant à mettre son enquête en pause tant qu'il n'a pas trouvé une lampe de poche. Nathaniel Behrens, conscient de la nature anxiogène de son jeu, fait le choix de le faire se dérouler de nuit, dans un premier temps. Mais charmé par les possibilités offertes par l'éclairage d'Unity, il choisit d'offrir aux joueurs la beauté d'un coucher de soleil, emplissant progressivement Sagebrush d'une profonde mélancolie, étirant les ombres des bâtiments, faisant évoluer la nature des lieux et les sentiments qu'ils invoquent de paisibles et rassurants à sinistres et effrayants. Encore une fois, la symbolique entre en jeu. Plus l'obscurité se fait présente, plus Liliane s'enfonce dans le cauchemar jusqu'au point de non-retour, l'effroyable et glaçante mise à mort des membres de Perfect Heaven. Le tourment qui hante ses pensées durera jusqu'à l'aube, les premiers rayons du soleil agissant comme une catharsis totale. Liliane, tout comme le joueur, ont fait la lumière sur les événements. À présent, il est temps de vivre un nouveau jour. Bien évidemment, la bande-son qui accompagne Liliane dans son parcours n'est pas du genre spectaculaire. Dans la même logique que l'aspect visuel, le son est dépouillé de toute information inutile, afin de se concentrer sur l'essentiel. Des insectes qui chantent, le vent qui siffle, le bruit de nos propres pas. C'est avec ce genre d'ambiance que Sagebrush nous accompagne. Il n'y a pas de son parasite, et seules les actions de notre personnage viennent troubler le calme ambiant. S'en dégage alors un profond sentiment de solitude, d'isolement, et paradoxalement une certaine forme de sérénité, un cadre propice à la méditation et à l'introspection. La majorité des bruitages sont de nature réaliste et nous informent de la validité de nos actions.
En plus d'être associé à un objet avec lequel on entre en interaction, à l'image de toutes ces portes qui grincent, il représente un élément de game design classique et immédiatement assimilé. Finalement, ce ne sont pour la plupart que des feedbacks sonores, une validation pour le joueur qu'il a bien interagi avec l'objet en question. Malencontreux accident ou véritable volonté, le fait que les portes se referment systématiquement derrière le joueur, automatiquement, crée inévitablement un sentiment d'inquiétude. On a l'impression d'être suivi, observé, surveillé par une force invisible, le grincement des portes hors champ se faisant parfois avec un délai, nous laissant toujours sur nos gardes. Restent ça et là quelques éléments extradigétiques, reprenant les codes habituels du jeu vidéo, comme une alerte sonore courte, nous informant de l'ajout d'un objet dans notre inventaire. Seuls les enregistrements sonores, la voix de Liliane laissée sur cassette, viennent briser cette harmonie. Le monde et ses ambiances se figent alors dans le temps, ne laissant que l'enregistrement se dérouler. Sagebrush a un double objectif, vous faire comprendre ce qui s'est déroulé ici et dans quelles conditions, si vous le souhaitez, mais surtout vous faire vivre l'introspection de Liliane, l'entendre se parler à elle-même. Et c'est précisément pour cette raison que l'image passe au noir et blanc et que toutes les ambiances sonores se taisent lorsqu'elle parle. Liliane n'est pas facultative, elle est l'objectif principal. Son histoire, sa rédemption, le fait qu'elle soit encore vivante, et les raisons qui l'expliquent, c'est la quête principale du jeu. Bien sûr qu'il y a d'autres individus, d'autres histoires, d'autres détails, mais il ne tient qu'à vous de les explorer. Ces éléments vous renseignent, vous, joueurs curieux, mais n'aident pas Liliane à aller mieux. Enfin, la musique. Il n'existe que 4 pistes musicales dans Sagebrush. Composées par Nate Behrens lui-même, elles sont disponibles sur le Bandcamp de Redact à prix libre. Composer soi-même les morceaux de son jeu, c'est apporter une émotion supplémentaire à l'ambiance globale du titre. Tout comme a pu le faire Toby Fox avec Undertale, qui de mieux que l'auteur pour savoir où et quand appuyer pour impliquer le joueur grâce à sa musique. Ces pistes interviennent en guise de ponctuation et font office de guide émotionnel. Elles viennent renforcer la lecture de documents clés à des moments décisifs dans lesquels on assiste à des révélations. Perfect Heaven s'inspire de faits réels. Au fil de ses recherches, Behrens a synthétisé des schémas, traduit des événements, et c'est précisément cette sensation de familiarité connue qui inquiète le joueur. Il s'attend à vivre des horreurs, à être le témoin d'épisodes traumatisants qu'il finit par lui-même convoquer sans que le jeu ne le lui propose. Ce qui se joue à Black Sage Ranch est par définition dramatique. Mais c'est la pudeur de l'auteur qui rend le jeu si original, le teintant d'une tristesse et d'une mélancolie tout à fait inédites lorsqu'il est question de traiter avec les dérives sectaires. Au fil de notre déambulation, des liens se tissent entre les personnages. Les notes éparpillées, qu'elles soient intimes ou non, archivent les pensées des résidents de Black Sage. Viola écrit à Liliane dans son journal, lui faisant la morale sur ses doutes, anticipant inconsciemment qu'elle le lira un jour. En fuite, cette mère de 2 enfants est à la recherche de sécurité. Eric, son ex-mari, lucide sur la situation que traverse sa femme et sur les intentions du groupe, est associé à une figure démoniaque qui refuse la vérité du père James. Il devient de ce fait un ennemi, un homme à la merci de l'enfer, qui refuse de se soumettre aux révélations frauduleuses que lui offre pourtant, dans son ironique clémence, James et le reste du groupe. Viola trouve en James une figure rassurante, qui lui redonne la foi envers les hommes, et se sent privilégiée lorsque celui-ci organise des réunions privées avec elle, des rituels appelés purification. Et si le doute venait à s'installer, oui, il s'agit bien de ce genre de réunion. En témoigne le test de grossesse positif abandonné dans les toilettes. Alors que Lucas, le fils de Viola, adore James au point de vouloir lui ressembler, Juliette remet en question le mode de vie de sa mère et de son frère, ainsi que les enseignements de Perfect Heaven, et tient le rôle de figure dissidente au sein de la famille. Et c'est Viola qui doit en assumer les conséquences, quel qu'en soit le prix à payer. Elle partage avec Andrew, un autre membre de la communauté, la même problématique. Ils ont quitté leur environnement familial pour venir vivre au ranch, couper les ponts avec notre réalité pour suivre l'illusion de James. Cela les rapproche, et ils tombent peut-être un peu amoureux l'un de l'autre. Tout ceci serait plus simple si Viola n'était pas à la merci des désirs du leader. Tout ceci serait également plus simple si Andrew ne devait pas surveiller Léonard et le menacer chaque fois que ce dernier dépasse les limites. Léonard a un sérieux problème avec les restrictions de nourriture qu'impose James au groupe. Affamé, il est surpris plusieurs fois à voler dans la réserve,
jusqu'à qu'une note soit rédigée à l'intention du groupe entier, visant à l'isoler, invitant les autres à se méfier de lui. La réserve s'en retrouve fermée à clé, et bien entendu, la responsabilité des restrictions, toujours plus nombreuses, en incombe à Léonard. Cependant, isoler totalement Léonard, c'est amoindrir l'emprise de James sur lui. Au fur et à mesure que les indices se recoupent, on constate que le leader sombre dans une forme de paranoïa évidente et qu'il va confier à Léonard une mission confidentielle, celle de trouver l'intrus, l'infiltré au sein du groupe, celui qui cherche à le détruire de l'intérieur. Responsabiliser ses membres, les missionner, c'est conserver son emprise sur eux. Henry, Léonard, Andrew et Peyton forment un groupe, ou plutôt plusieurs groupes, dont les interactions se confondent au fur et à mesure des messages trouvés par Lillian. Si toute l'histoire n'est pas totalement claire, le joueur va de nouveau convoquer ses connaissances et filer une narration proche d'événements du passé, inspirés par de tragiques témoignages de sectes aujourd'hui disparus. Il semble assez évident que le père James développe une forme de paranoïa grandissante, qu'il se croit ou se sait en danger, plus précisément observé par le gouvernement américain et ses instances fédérales. La réponse à cette obsession se traduit par l'acquisition d'armes à feu, fournies on ne sait comment par Henry, assisté de Léonard et Andrew, bien décidés à trouver le ver dans la pomme. L'agent du FBI. Car oui, il y a bien un agent infiltré au sein du groupe, dont la mission consiste probablement à le dissoudre de l'intérieur, n'est autre que Peyton. L'histoire manque de précision sur ce point. Le FBI a-t-il envoyé un homme suite à l'acquisition d'armes, ou était-il en mission depuis plus longtemps? D'ailleurs, Peyton est-il réellement un agent? Impossible d'en être certain, nous ne pouvons que supposer, à travers les documents vus par les yeux de Lillian, que tout ceci est bien réel. L'étau s'est finalement resserré sur le joueur, qui devient ici lui-même victime des machinations mises en place par James, incapable de démêler le vrai du faux, ne pouvant que se conformer à la vision du groupe, obligé de croire quelques notes posées en évidence, n'existant plus que comme témoin de la vérité ou du mensonge qui a régi la vie de Perfect Heaven pendant plusieurs années. Peyton, qu'il soit missionné par le gourou ou par le service de renseignement fédéral, l'a payé de sa vie. Trahi par Léonard, son corps est camouflé dans un renfoncement de la vieille mine abandonnée, tué par un de ses amis les plus proches, celui le plus à même de vouloir prouver sa valeur auprès de James. L'histoire ne raconte pas si cet acte de bravoure misérable a fait évoluer son statut au sein du groupe. En créant des tensions et de la suspicion au sein de Black Sage Ranch, le père James assure sa domination auprès de ses adeptes et crée un narratif en sa faveur, même si certains doivent y laisser leur vie. Les événements que décrit Sagebrush ne sont jamais surprenants, mais toujours efficaces. Il laisse le joueur valider toutes les angoisses qu'il se crée lors de son avancée dans l'histoire, confirme toutes les horreurs qu'il a anticipées, abuse de son empathie en brisant tous les espoirs qu'il place dans l'évolution de la narration. La peur dans Sagebrush se manifeste par des actes de confirmation. Si le joueur a peur d'entrer dans une pièce éclairée en rouge, c'est précisément parce qu'il a raison d'en avoir peur. Si du sang recouvre le gravier devant la grange, pas de doute, c'est bien celui d'un humain qui a été châtié. Si trouver une cassette VHS inspire de la crainte à propos des images qu'elle contient, c'est assurément parce que ces images n'auront rien de rassurant. La peur est un argument ici. Sagebrush fait peur parce qu'il place trop rapidement le joueur dans la confidence d'une tuerie de masse. Sagebrush fait peur parce qu'il prévient immédiatement qu'il traite de dérives sectaires. Sagebrush fait peur parce que chaque individu dépeint dans le jeu est sous le joug d'une personne qui ne lui veut jamais du bien, qui lie et délie des amitiés, des couples, qui joue avec la vie et la santé mentale des gens qui lui font confiance. Sagebrush fait prendre conscience que la peur est un argument et qu'il n'y a rien de plus puissant que le sentiment d'insécurité pour contrôler et manipuler des êtres humains. Il s'agit d'une aventure humaine avant tout, d'individus victimes de leurs croyances, chez qui on a fait naître une étincelle d'espoir qui s'est peu à peu transformée en calvaire, sans qu'il n'ait eu le temps d'en prendre conscience, ou peut-être trop tard. Et comme dans tout groupe qui tente de faire société, dans toute tentative de vie en communauté, il y a ceux qui se démarquent, dont on parle, et il y a les invisibles. Earl, Aaron, Luca, Brian, Alana, Julia, Ellie, Mary et John, Janie, Hope, Diane, Elroy, Vance, Alejandro. Ils ont également vécu ici. Ils sont présents sur les plaques devant l'entrée de chacune de leurs caravanes. Ils ont mangé, chanté, prié, participé à la vie du ranch. Pourtant ne reste d'eux que cette plaque, ce prénom, cette sensation de vide, de ne pas les connaître, d'un immense gâchis. À n'en pas douter, ils sont partis avec le reste du groupe, dans l'abominable incendie orchestré par James. Qu'avaient-ils à faire à Perfect Heaven? Quelles étaient leurs motivations? Quel rôle ont-ils joué dans toute cette histoire? Nous ne le saurons jamais.
La peur laisse alors place à la tristesse. Ces personnes, caractérisées uniquement par un prénom, une existence, ne voient aucun document parler d'elles. Puis vient la frustration, le besoin de savoir. Ont-ils fui? Ont-ils réussi à quitter le groupe avant le moment fatidique? Quelqu'un leur est-il venu en aide? Ou bien ont-ils suivi le mouvement, de peur d'être jugés ou rejetés par les autres? C'est cette terrible impression d'ignorance, ce manque d'information, cette impuissance totale qui glace le joueur lorsqu'il parcourt les souvenirs de Liliane, placée dans la confidence en début du jeu. Il sait que tout est déjà fini, qu'il est trop tard, et qu'il ne peut que constater l'échec et l'injustice. Ils n'ont même pas eu droit à une note de présentation dans la salle commune. Plusieurs fois, et ce dès l'introduction de cette vidéo, nous avons fait mention d'histoire, de culture générale et d'événements du passé. Plusieurs fois, nous avons considéré que le joueur faisait appel à sa connaissance de drames déjà joués. Cependant, il serait malhonnête de ne pas faire un point sur nos suppositions, de ne pas revenir sur ces épisodes désastreux de l'histoire des mouvements à dérive sectaire, que nous pourrons ici simplement appeler sectes. La vision contemporaine et jusqu'au boutiste de la secte, telle qu'elle est envisagée dans la fiction et bien souvent synthétisée dans l'inconscient collectif, est le produit de différents groupes. La plupart du temps spectaculaires, leurs histoires, en particulier la fin, témoignent de l'ignorance et de l'incapacité dont nous faisons tous preuve avant qu'un drame ne se joue. Et le drame le plus connu, celui qui est à l'origine des comités de surveillance et de lutte contre les dérives sectaires, c'est celui du Temple du Peuple de Jim Jones. Jim Jones, né le 13 mai 1931, est le produit d'un environnement familial complexe et instable. Dès son enfance, il est confronté à la pauvreté et à une famille dysfonctionnelle. Son père, alcoolique ou souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique dû à sa carrière militaire, la raison étant encore floue, est une présence instable dans la vie de Jim. Sa mère, absente et souvent éloignée, laisse le jeune garçon à la charge d'une voisine qui, paradoxalement, devient une figure centrale de son éducation religieuse. Ce manque de stabilité familiale, combiné à un besoin de validation, nourrit en lui une quête obsessionnelle de pouvoir. Dès son adolescence, Jones est déjà capable de captiver son auditoire en mêlant récits bibliques et discours moraux, et il tente de convaincre d'autres enfants de son âge avec des prêches inspirés de ses enseignements à l'école du dimanche et sa fréquentation du gospel tabernacle. Mais ce talent pour manipuler les émotions humaines, tout en présentant une façade de foi sincère, cache des ambitions plus sombres. Lorsqu'il s'installe à Richmond, il est frappé par l'injustice raciale omniprésente. Cette prise de conscience de l'oppression de la population afro-américaine le pousse à intégrer des thèmes de justice sociale dans ses prêches. Ce désir de défendre les opprimés est sincère à bien des égards, mais il se transforme rapidement en un outil pour forger son image de leader. Ses prêches deviennent de plus en plus grandiloquents, un mélange de rédemption religieuse et d'activisme politique. C'est dans cette fusion entre spiritualité et idéologie qu'il forge sa doctrine personnelle. Après son mariage avec Marceline Baldwin en 1949, Jones se détourne de la religion pour se consacrer entièrement au communisme, alors très mal perçu aux USA. Sa femme, déconcertée par son virage idéologique, peine à suivre son mari, qui finit par revenir à la foi, cette fois à travers l'église méthodiste, qu'il perçoit comme un moyen de concilier sa croyance religieuse et ses idéaux politiques. Mais ce compromis ne dure pas, et conduit à la formation du Temple du Peuple. Fondé en 1955, il est l'aboutissement de ses ambitions spirituelles et politiques. Dès sa création, l'organisation prône l'égalité raciale et la justice sociale, alors que les noms de Rosa Parks et Luther King ne sont pas encore connus du grand public. Cependant, derrière cette façade d'humanisme se cache une personnalité manipulatrice, obsédée par le contrôle et le pouvoir. Le Temple adopte une posture publicitaire extrêmement efficace. Le couple Jones adopte des enfants de différentes origines ethniques, se présentant ainsi comme un modèle d'intégration et d'unité raciale. Ces gestes sont certes audacieux et symboliques, mais ne sont que des arguments de façade. En parallèle, Jones met en place des méthodes inquiétantes pour maintenir son emprise sur ses fidèles. Il engage des détectives privés pour surveiller la vie de ses suivants, et utilise ces informations confidentielles comme des révélations divines afin d'assouvir son pouvoir. Il va encore plus loin dans ses manipulations en organisant des guérisons miraculeuses en public. Lors de ses sermons, il prétend extraire des tumeurs de ses fidèles, mais il s'avère qu'elles ne sont en réalité que des morceaux de foie de poulet soigneusement dissimulés dans ses manches. Cette mise en scène, aussi grotesque soit-elle, illustre parfaitement la nature de son pouvoir, une manipulation constante des croyances et des émotions humaines.
Jones va progressivement installer un système de contrôle totalitaire au sein du temple. Tout membre doit offrir son argent et ses biens à la communauté, et la vie privée de chacun est scrutée et contrôlée. Plus ses adeptes lui témoignent de dévotion, plus son pouvoir grandit. Devenant accro aux amphétamines, lui permettant de dormir peu et d'être omniprésent, les yeux de Jones rougissent et gonflent. Il prend donc l'habitude de porter des lunettes de soleil en permanence et justifie ce comportement en prétendant que ses yeux sont devenus si puissants qu'ils pourraient brûler les fidèles s'ils les regardaient trop longtemps. Ces lunettes deviennent non seulement un accessoire physique, mais aussi un symbole de sa divinité autoproclamée, un écran qui sépare le leader de ses adeptes, comme s'il était une figure presque divine, à la fois omnisciente et inaccessible. Son emprise sur ses fidèles s'intensifie à mesure qu'il s'enfonce dans une forme de paranoïa. En 1973, alors que le temple est sous enquête pour ses pratiques douteuses, Jones décide d'établir une communauté isolée au Guyana, nommée Johnstone, qu'il présente comme un refuge face à la persécution qu'il prétend subir. Ce qui commence comme un projet utopique devient rapidement un cauchemar pour ceux qui s'y installent. Les conditions de vie à Johnstown sont épouvantables. Manque de nourriture, de médicaments, et les infrastructures y sont rudimentaires. Pourtant, Jones parvient à maintenir un contrôle total sur ses fidèles en cultivant une atmosphère de peur permanente. Pour ce faire, il organise des simulations de sièges militaires fictifs et ordonne des tests de loyauté macabres où il pousse ses adeptes à boire du poison avant de leur révéler que ce n'était qu'une épreuve. Mais la paranoïa de Jones ne s'arrête pas à ses discours sur la persécution imminente. Lors de son ascension à Johnstown, l'Amérique se trouve confrontée à des témoignages alarmants concernant les abus physiques et psychologiques qui se produisent dans la commune. En novembre 1978, le député de Californie Leo Ryan, accompagné de journalistes et de membres de familles inquiètes, se rend sur place pour enquêter, filmant l'intégralité de son périple. Jones, dont l'image publique est en péril, tente de maintenir un semblant de contrôle en accueillant Ryan et son groupe, mais l'ambiance est tendue. Alors que Ryan et les membres de sa délégation se préparent à quitter la commune, plusieurs habitants du temple tentent de s'échapper en suppliant le député californien de les emmener avec lui, ce qu'il accepte de faire avec l'accord de Jim Jones, ce dernier prétextant que chacun est libre de faire ce qu'il veut à Johnstone. S'apprêtant à monter dans l'avion du retour, ils sont attaqués par des hommes armés envoyés par Jones, et Ryan, ainsi que plusieurs membres de son équipe, sont tués dans ce qui sera le prélude à la tragédie finale. Le 18 novembre 1978, dans un ultime acte de contrôle, Jones ordonne à ses fidèles de mettre fin à leur jour, afin d'échapper à ce qu'il perçoit comme une menace imminente du gouvernement américain. De son point de vue, il ne s'agit pas d'un acte de rébellion, mais d'un acte révolutionnaire, destiné à sauver son idéal. Plus de 900 personnes, dont 304 enfants, périssent ce jour-là, dans ce qui est l'un des massacres les plus tragiques de l'histoire des États-Unis. Certains membres sont contraints d'ingérer du poison, mélangé à du Flavor Aid, une contrefaçon de la boisson en poudre Kool-Aid, ou de recevoir des injections sous la menace des armes, tandis que d'autres tentent désespérément de fuir, alors que Jones enregistre sur cassette un long discours diffusé sur haut-parleur dans toute la communauté. Les documents filmés par l'équipe de Leo Ryan, ainsi que cette cassette, sont retrouvés quelques jours plus tard, et seront dans un premier temps consignés par le FBI avant d'être mis à disposition des journalistes. Le massacre de Johnstown est l'un des événements les plus dévastateurs du XXe siècle. Une tragédie qui révèle non seulement la nature perverse d'un culte de la personnalité, mais aussi la capacité humaine à se perdre dans un système de croyances totalitaires et de manipulation. Nous n'avons fait qu'un résumé succinct de la vie de Jones tant il est délicat d'aborder le sujet. Premièrement, parce qu'il n'est pas ici question de glorification, et rappeler à nos spectateurs les événements qui entourent la vie du pasteur nous semble nécessaire pour mieux comprendre la construction d'un jeu vidéo comme Sagebrush. Cependant, il est quasi impossible d'aborder le temple du peuple du point de vue des victimes, tant elles sont nombreuses et diffuses dans le temps. Il est navrant de constater notre incapacité à nous détacher du monstre, à conforter Jim Jones dans son délire égocentrique. Plus de 40 ans après sa mort, on parle toujours et encore de lui et de son œuvre comme d'une référence. Ce massacre rejoint directement l'assassinat de Kennedy et le 11 septembre dans l'histoire de la civilisation américaine. Deuxièmement, parce qu'il existe un nombre incalculable de documents, livres, témoignages, fictions et autres supports qui abordent le cas Jim Jones. Le Temple du Peuple marque le début d'un grand intérêt pour l'étude des méthodes et les dérives des sectes, jugées comme anecdotiques jusque-là. Au-delà des études, autobiographies de survivants et sujets de recherche bien réels,
C'est dans la fiction et la pop culture que de nombreuses allusions et références sont à souligner. Au cinéma, la secte des cannibales d'Umberto Lenzi, Guyana, la secte de l'enfer de René Cardona Jr. sont, entre autres exemples, des films d'horreur se revendiquant inspirés par les événements, mais c'est bien The Sacrament, film utilisant le dispositif du found footage, qui en 2013 retranscrit avec la plus grande fidélité l'ambiance pesante qui règne sur la ville de Johnstone. Le monde de la musique est également concerné. Frank Zappa, en 1984, compose Johnstown, une pièce instrumentale aux 5 claviers. Manowar compose Guyana, Cult of the Damned, et Accept publie une chanson intitulée Kool-Aid, figurant sur son album The Rise of Chaos. Plus évident encore, le groupe nommé The Brian Johnstone Massacre. La saison 7 d'American Horror Story met en scène Evan Peters, dans le rôle de Jim Jones, alors que la série Serment de minuit s'inspire en partie de la tragédie. On trouve des références à Johnstone partout. Daria, Family Guy, The Walking Dead, Veronica Mars, Star Trek DS9, The Umbrella Academy, et bien d'autres encore. Concernant le jeu vidéo, il existe 2 exemples assumés connus. A Church in Darkness, un jeu d'infiltration dans lequel notre protagoniste, citoyen de Johnstone, cherche à saboter la secte et exfiltrer des membres. Le point de vue adopté par l'équipe de développement est assurément premier degré, et donne beaucoup de sérieux à l'ensemble, ne jouant jamais avec les codes des jeux d'horreur, préférant mettre l'accent sur la captivité inconsciente des habitants. À l'opposé, Outlast 2, ouvertement inspiré par le culte de Jim Jones, redouble d'efforts pour installer un climat d'angoisse constant, utilisant tous les effets possibles pour mettre le joueur mal à l'aise. Pendaison, mare de sang, décapitation, le titre de Red Barrel ne se refuse rien, tant et si bien qu'il n'a au final aucun discours sur les événements du réel, ne servant plus que de vagues toiles de fond pour renforcer l'appréhension du joueur. L'impact de Johnstone est réel, et malgré les tentatives d'enquête ou d'établissement de lois visant à surveiller certains groupes, rien n'est mis en place aux États-Unis, contraints de vivre dans une forme de paranoïa, attendant la prochaine dérive avec angoisse. C'est en 1993 qu'elle se produit. Vernon Wayne Howell, plus tard connu sous le nom de David Koresh, est lui aussi né dans un foyer instable, et trouve, comme Jones, une forme de solution dans la religion dès l'enfance. À l'âge adulte, il rejoint les Davidiens, une branche dissidente des Adventistes du 7e jour. Ce groupe, basé à Waco au Texas, se distingue par ses croyances apocalyptiques et son interprétation stricte des Écritures. Lorsqu'il arrive au Mont Carmel, au début des années 80, la communauté est en pleine transition après le décès de sa leader, Lois Rodden. Doté d'un charisme indéniable et d'une impressionnante connaissance des textes bibliques, Howell ne tarde pas à se faire remarquer. Ses sermons, mêlant prophétie apocalyptique et interprétation personnelle des Écritures, séduisent une partie des fidèles, désireux de suivre un guide spirituel capable de décrypter les signes des temps. En 1989, la mort violente de George Rodden, rival direct de Howell pour le contrôle de la secte, ouvre la voie à son ascension. Howell change alors de nom pour devenir David Koresh, en référence à Cyrus le Grand, Koresh en hébreu, qu'il considère comme un modèle biblique de leadership. Ce changement de nom symbolise sa transformation en prophète autoproclamé et en figure messianique. Sous sa direction, les Davidiens entrent dans une période de radicalisation, Koresh s'imposant comme le seul interprète légitime de la parole divine, convainquant ses adeptes qu'il est une réincarnation de Jésus-Christ. Il promet à ses fidèles une place de choix dans l'apocalypse imminente de ses prédictions. Avec le temps, son contrôle sur la communauté devient total. Alimentation, activités quotidiennes et même relations personnelles. Koresh introduit des règles strictes et controversées, notamment concernant la sexualité. Il abolit les mariages au sein de la communauté, affirmant que toutes les femmes, y compris les mineures, lui sont réservées en tant qu'épouses spirituelles, et fixe un âge de la majorité spirituelle à 12 ans. Évidemment, ces décisions suscitent des interrogations et des plaintes, mais les autorités peinent à recueillir des preuves solides, les fidèles restant farouchement loyaux à leur leader. La manipulation mentale exercée par Koresh s'appuie sur son discours apocalyptique. Il convainc ses adeptes que l'affrontement final entre le bien et le mal se déroulera à Waco, où les forces sataniques, qu'il identifie au gouvernement américain, viendront les attaquer. Pour se préparer à cette bataille, il accumule un arsenal d'armes à feu qu'il finance par des trafics et des contributions des membres. Cet armement massif attire l'attention des autorités locales et fédérales, qui commencent à surveiller étroitement la communauté. Le spectre du massacre de Johnstone plane au-dessus des consciences, et il n'est pas envisageable qu'une tragédie puisse à nouveau avoir lieu. Le 28 février 1993, l'ATF, Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, lance un raid sur le Mont Carmel pour saisir les armes. La presse ayant eu l'information, l'intervention est intégralement filmée
et diffusée à la télévision en direct sur les chaînes d'information en continu. Cependant, l'opération tourne rapidement au drame. Dès les premiers échanges avec la communauté, des coups de feu éclatent. La chronologie exacte reste floue. Certains affirment que Koresh a ordonné de tirer, tandis que d'autres pensent que les agents fédéraux ont ouvert le feu en premier. L'affrontement laisse 4 agents fédéraux et 6 Davidiens morts, marquant le début d'un siège de 51 jours. Pendant ce siège d'une durée hallucinante, le FBI prend le relais. Utilisant des tactiques de pression psychologique, les agents mettent en place des stratégies visant à affaiblir les membres retranchés. Des haut-parleurs diffusent en boucle des sons stridents, cris d'animaux, sirènes, et des lumières puissantes éclairent le bâtiment, jour et nuit. Ces méthodes visant à briser la résistance des Davidiens renforcent au contraire leur détermination. Koresh utilise cette période pour prêcher en direct à la radio, se présentant comme un martyr assiégé par des forces démoniaques. Malgré des tentatives de négociation, le leader refuse de se rendre. Il promet de rédiger un manifeste expliquant ses croyances avant toute reddition, mais les tensions entre l'équipe de négociation et l'équipe d'intervention montent. Les agents, frustrés par l'intransigeance de Koresh, décident de passer à l'action. Le 19 avril 1993, le FBI donne l'assaut, utilisant des véhicules blindés pour injecter des gaz lacrymogènes dans le bâtiment. Peu de temps après, un incendie se déclare, détruisant entièrement le complexe. Les témoignages divergent sur l'origine de cet incendie. Certains accusent les Davidiens d'avoir allumé le feu eux-mêmes, tandis que d'autres pointent du doigt les actions du FBI. Le bilan est catastrophique. 86 morts, dont David Koresh, des agents des forces de l'ordre et 25 enfants. Ces images, retransmises en direct à la télévision, provoquent un choc national et international. Le siège de Waco soulève des questions sur la gestion de la crise par les autorités, les limites de la liberté religieuse et les droits individuels face à l'État. Bill Clinton, alors président et ayant déjà été confronté à ce genre de dérive, il avait réussi à négocier avec le groupe The Covenant, The Sword and the Arm of the Lord en 1985 en tant que gouverneur, se dit furieux d'avoir donné son assentiment à un raid auquel il ne croyait pas, n'ayant pas suivi son instinct, convaincu par les coûts trop élevés du siège qui durait depuis trop longtemps. Les événements de Waco sont à l'origine de théories du complot, notamment sur l'origine de l'incendie et le premier coup de feu tiré. Notez d'ailleurs qu'il en existe autour de Johnston également. Ces théories conduisent certains citoyens américains à perdre confiance envers leurs institutions et les forces de l'ordre. C'est notamment le cas du suprémaciste blanc Timothy McVeigh, présent lors du siège en tant que spectateur. Il vendra même des stickers sur un stand improvisé revendiquant le droit au port d'armes. Il décide de venger, d'après ses propres termes, les Davidiens de Waco le 19 avril 1995 en commémoration du 2e anniversaire du siège, en faisant exploser un camion piégé devant un bâtiment fédéral à Oklahoma City qui tue 168 personnes et en blesse près de 700. L'histoire de David Koresh et des Davidiens illustre le danger des dérives sectaires et du fanatisme religieux. Elle met également en lumière les complexités des interventions de l'État face à des groupes retranchés, ainsi que les tragédies qui peuvent en résulter lorsque dialogue et force échouent à se concilier. C'est pour cette raison que les œuvres de fiction ont du mal à se positionner autour de ce drame. Au-delà des retranscriptions documentaires, on peut citer Red State de Kevin Smith au cinéma et Arlington Road de Mark Pennington, comme s'inspirant librement du siège de Waco et de ses conséquences. Le siège est également cité dans le film 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg. On retrouve également la secte dans un épisode de South Park, la série Esprit criminel, l'épisode Le pré où je suis mort d'X-Files, ainsi qu'une inspiration d'un épisode de Stargate SG-1. C'est surtout dans la musique que les groupes vont s'exprimer sur Waco. L'exemple le plus probant étant le titre, nommé Davidians par Machine Head sur son premier album Burn My Eyes. No Use for a Name, Dream Theater, Board of Canada font également partie de la liste des groupes ayant une œuvre musicale inspirée par la tragédie s'étant déroulée à Waco. Certains d'entre vous pourraient évidemment penser à Heaven's Gate et à l'ingestion de médicaments et d'alcool de 39 de ses adeptes, leaders inclus. Le but final était de rejoindre la comète Hale-Bopp lors de son passage en 1997, derrière laquelle les attendait prétendument un vaisseau spatial transportant Jésus-Christ. Ce mouvement, ici détaché d'un quelconque dogme religieux, davantage relié à une croyance ufologue, amalgame nos divinités à ces fameux êtres extraterrestres. Cependant, Sagebrush ne s'inspire d'aucun des mouvements dont nous venons de parler. C'est en discutant directement avec le développeur du jeu que celui-ci a attiré notre attention vers un mouvement dont nous ignorions totalement l'existence, The Lord Our Righteousness Church, ou l'Église du Seigneur de notre vertu en français. Nate Behrens découvre ce culte établi au Nouveau-Mexique, comptant une 50aine de membres, à travers un documentaire de 2008 disponible sur YouTube,
nommé The End of the World Cult. Behrens se dit stupéfait du caractère du leader du mouvement, loin des clichés dont nous faisions la description précédemment. Wayne Bent est un individu à l'air certes rassurant, mais plutôt réservé, au physique et à l'attitude tout à fait quelconque, qui n'a a priori pas l'air d'utiliser des techniques de manipulation ou de rhétorique élaborée ou calculée. Il apparaît comme lambda, quoique imperturbable lorsque le journaliste lui pose des questions visant à le déstabiliser. Tout comme dans Sagebrush, Wayne Bent s'autoproclame Messie et constitue une communauté au Nouveau-Mexique, dans un endroit reculé de toute civilisation, avec le désert comme seul paysage à l'horizon. On y vit dans des caravanes, sauf le leader qui possède sa propre maison. Le lieu tout entier, nommé Strong City, servira de blueprint au level design de Sagebrush. Bent, se faisant appeler Michael Traverser, est diplômé d'un master en religion à l'université de Loma Linda et devient pasteur à la fin des années 80. Après avoir fondé sa propre église, il prédit entre autres choses que la fin du monde aura lieu le 31 octobre 2008. Il affirme également qu'il lui a été révélé que 7 vierges viendraient se coucher nues avec lui. Lucide, et après en avoir fait mention par écrit sur le blog qu'il tient à jour régulièrement à l'époque, il anticipe des poursuites pénales en sachant que dans le groupe des 7, certaines victimes sont mineures. Cependant, il considère cette prophétie comme un commandement de Dieu et déclare n'avoir d'autre choix que d'obéir. Parmi toutes ces femmes, il y en a eu bien plus de 7 évidemment, se trouvent des épouses d'autres membres, y compris celle de son propre fils, Jeff Bent. Condamné à 18 années de prison, Wayne Bent est le parfait exemple pour définir le concept de manipulation mentale. Suite à son arrestation, une des 45 membres du mouvement a tenu une grève de la faim pendant plusieurs semaines, prête à se sacrifier pour que Bent soit libéré. Les jeunes femmes ont été retirées de Strong City par les autorités et ont toutes témoigné en faveur de Bent, prétextant qu'ils n'avaient jamais posé la main sur une partie de leur corps, jugée comme intime, et se disaient prêtes à retourner vivre à Strong City. Jeff, le fils du leader, a plusieurs fois expliqué le dogme auquel se rattache le groupe, le rapprochant d'un courant spirituel et philosophique cohérent et marginalisé par la société qu'ils considèrent naturellement comme leur pire ennemi. Il affirme également que l'emprisonnement de son père a renforcé la détermination et la foi du groupe. Puisque le 31 octobre 2007 n'a pas provoqué la fin des temps, pas plus que celle prévue un an plus tard, jour pour jour, et que Bent n'a reçu aucune autre prophétie, Strong City continue d'attendre qu'il révèle sa volonté. Celle-ci vient probablement avec la libération sur parole de Bent en février 2016, après avoir reçu un diagnostic de cancer menaçant l'audition de son oreille gauche. Il a depuis publié un livre sur son cas sur un de ses sites web. Le titre de la publication, The Little Book, est tiré d'une référence trouvée dans le livre biblique de l'Apocalypse, chapitre 10. Dans le cas de Strong City, il apparaît comme évident qu'il ne suffit pas d'écarter le leader du reste du groupe pour que tout s'arrête. Pendant de nombreuses années, les habitants de Strong City ont continué à vivre comme on leur avait appris, de penser comme on leur avait demandé, de répandre la seule parole comme vérité. Entrer et évoluer dans un mouvement à dérive sectaire ne prend que quelques jours, peut-être même quelques heures. En sortir, se rendre compte que nous sommes victimes, que nous avons été manipulés, et se réinsérer dans le monde, c'est là la véritable épreuve. Et si toutes ces histoires, ces cas en apparence isolés se passent aux États-Unis, la France n'est pas en reste, loin de là. Au contraire, il existe un vivier très actif sur nos territoires francophones. Que cela concerne un petit groupe d'individus à l'échelle d'une famille, comme dans le cas des Védrines, sous l'emprise mentale d'un seul individu pendant près de 10 ans, reclus dans le village de Montflanquin, une immense organisation internationale responsable de 74 morts durant 3 massacres signés par un groupe religieux ésotérique néo-templier nommé Ordre du Temple Solaire, voire même une seule victime au centre d'une arnaque mettant en scène un acteur hollywoodien généré par IA. Tous ont un point commun, un moment de faiblesse, un besoin d'écoute et d'estime, un manque d'attention, et une ou plusieurs personnes malhonnêtes capables de répondre à toutes leurs attentes, même les plus absurdes et incroyables. Certains iront même jusqu'à faire construire des effigies en bronze de plusieurs dizaines de mètres de haut à leur image, sans qu'aucune forme d'autorité officielle ne puisse intervenir sans raison légale. La problématique autour des dérives sectaires et de la manipulation mentale est très riche, et si vaste que certains de nos confrères vidéastes y ont consacré plusieurs documentaires, ou mieux encore des chaînes YouTube entièrement dédiées à l'identification et l'historique de ces mouvements et de leurs leaders. Parce qu'au-delà du sensationnalisme, du top 10 des pires gourous, ou du storytelling true crime face caméra d'une heure, il existe des tentatives de faire davantage qu'énoncer de tristes constats. Lutter contre les manipulations malhonnêtes n'est pas chose facile,
D'autant plus lorsqu'il ne suffit plus que d'une webcam low cost et une connexion internet afin de prêcher librement sur les plateformes dites réseaux sociaux. Il est facile de créer un discours, d'instiller une ambiance, d'user d'artifices de mise en scène, de se créer un personnage ou une personnalité, de développer une véritable direction artistique, un réel branding, juste en postant une vidéo quelque part, ou en écrivant un article dans un recoin d'internet. Elle est bonne. Ok. Il est alors nécessaire de posséder les outils pour décortiquer le discours, les codes et un esprit critique pour ne pas tomber dans le piège. Afin de répondre au mieux à nos attentes lors de l'écriture de cette vidéo et justifier la pertinence de Sagebrush à travers son discours, en plus de nos recherches en amont, nous avons eu l'occasion de nous rapprocher d'experts et de professionnels qui, chaque jour, travaillent sur le sujet qui nous anime ici. Et avant toute chose, il paraît pertinent de définir ce que l'on qualifie aujourd'hui de mouvement à dérive sectaire, et non pas de secte. Si pour certains d'entre nous, il pourrait s'agir d'un jeu de langage, sachez qu'il existe pourtant des différences subtiles, notamment en termes d'implication des individus. Et notre précédent chapitre, revenant sur de tragiques événements, s'attachait à raconter plus directement l'histoire de sectes plutôt que de mouvements à dérive sectaire. Quand on s'attache au mot secte, on a vraiment l'idée d'un groupe fermé, alors que quand on parle de notion de dérive sectaire, on va dire que c'est un peu plus light, c'est peut-être pour ça que ça fait un petit peu moins peur. Et la notion de dérive sectaire s'applique plus à des gens qui, comme vous et moi, peuvent avoir une vie tout à fait normale, mais se retrouvent dans un contexte dans lequel ils peuvent être en contact avec certains déviants dans leur vie de tous les jours. D'après la MIVILUD, à savoir la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, car oui, il existe en France une mission mise en place par le gouvernement depuis 2002. Une dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion, qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou l'intégrité des personnes. Une définition qui, en substance, remplit parfaitement son rôle, mais manque quelque peu de pédagogie, et laisse nombre de personnes dubitatives à la première lecture. C'est pour cette raison que des critères ont permis de caractériser de façon plus claire ces mouvements. Afin de rester dans cette dynamique instructive, nous allons mettre en parallèle des éléments trouvés dans Sagebrush, ainsi que les 10 critères, que vous pouvez retrouver sur le site de la MIVILUD. Dans Sagebrush, certains membres sont empêchés de manger à leur faim, d'autres sont missionnés. D'autres encore sont encouragés à douter de leurs voisins. Cependant, notre protagoniste nous confie dès les premières secondes du jeu qu'elle a sciemment rejoint le groupe, qu'elle avait besoin de trouver des réponses à des questions qui n'en comportent probablement pas. Il existe de nombreux points d'entrée dans les mouvements à dérive sectaire, mais tous se basent sur un besoin de réponse, une forme de vulnérabilité des futurs membres, un instant de faiblesse dans la vie d'un individu, la peur comme argument et comme porte d'entrée. Ça peut arriver à tout le monde, à vous et à moi, à un moment de sa vie. Le point d'entrée étant la vulnérabilité. Je redis, on peut être riche et bien portant, mais être vulnérable. On est isolé, parce qu'on n'a pas suffisamment d'amis. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de gens qui bossent toute la journée, etc., tout ça, et ils rentrent le soir, ils sont isolés chez eux. En fait, ils ont rencontré plein de gens dans la journée, et puis le soir, ils sont seuls. Et donc, la vulnérabilité, elle est là, le point d'entrée, il peut être là. Et donc, c'est pas un profil type, ça, parce que la vulnérabilité, c'est pas lié à un statut social. Donc non, pas de profil type. Ça peut arriver à tout le monde, mais pas à n'importe quelle partie de sa vie. Ceux qui n'ont pas de chance à ce moment-là, c'est parce qu'ils croisent la route de quelqu'un qui va repérer cette vulnérabilité et qui va savoir s'en servir, voilà, en fait, et à son profit, évidemment. La stabilité psychologique, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas si fragile que ça, en réalité. Ça va être plutôt en fait en référence à des moments. Et c'est pour ça que dans les types de fragilité par rapport aux individus, on va être vraiment sur des tranches en fait à l'intérieur de leur vie où ils vont pouvoir expérimenter en fait des choses qui vont les fragiliser, c'est-à-dire les mettre en fait dans une posture de vulnérabilité et qui va les rendre en fait plus sensibles à certains stimuli, à un certain stimulus en particulier. Être à un moment de sa vie où rien ne va, ça arrive à tout le monde. Ça vous est déjà probablement arrivé ? Ou ça vous arrivera peut-être. Les fragilités émotionnelles et mentales que ciblent les mouvements à dérive sectaire sont communes à beaucoup de personnes, surtout face au contexte géopolitique actuel. Lutter contre les dérives sectaires et protéger ses proches, c'est identifier ces signes de vulnérabilité et réussir, même si nous sommes conscients que ça peut être difficile, à passer au-delà de la manipulation pour rester en accord avec ses principes et sa philosophie de vie. S'il n'est jamais vraiment fait mention d'argent dans Sagebrush, on se doute pourtant que vivre en autarcie, loin de toute civilisation, a un coût.
Une des premières choses qui vient à l'esprit dans l'inconscient collectif quand on parle de secte, c'est l'aspect financier. Et c'est certainement ce qui motive, accordons-nous directement sur le sujet, ces groupes des religions dites canoniques. C'est vrai que du coup, dans le mouvement sectaire, instantanément, en fait, il y a ce rapport à l'argent qui est créé, c'est-à-dire que je vais vous demander quelque chose de précis et quasiment instantanément, voire même en fait c'est une condition parfois pour rentrer en fait à l'intérieur d'un mouvement, alors que dans une religion, je veux dire demain, si je décide de rentrer dans une église, je rentre dans l'église. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un enjeu financier, c'est-à-dire soit par exemple je vous demande de me donner tout votre argent et je vais le conserver, ou sinon je vais vous demander de faire des investissements en fait dans des choses particulières, dans une crypto-monnaie en particulier et je suis le dirigeant de cette crypto-monnaie, ou par exemple dans des programmes de santé, des programmes de bien-être, ou visant en fait quelque chose de magique même parfois. Bien sûr, il n'est pas obligatoire d'être en lien avec une communauté ou, dans un premier temps, de se sentir appartenir à un groupe pour tomber dans le piège. Comme nous l'évoquions précédemment, ce rapport à l'argent peut être l'un des signes à identifier. Liliane fait le choix d'aller vivre avec la communauté ou ranch détenue par Perfect Heaven. Elle est alors totalement isolée de ses proches, de son passé, de la civilisation, n'a plus aucun autre rôle que celui qu'on lui a déterminé. Le mot secte, il vient du latin secare, qui veut dire couper. Toutes ces coupures, ces ruptures, on les retrouve dans tous les processus. Et donc, quand on parle par exemple de déstabilisation mentale, c'est un des éléments forts sur lesquels nous, on peut aussi arriver à déceler des choses. Les ruptures induites avec l'environnement d'origine, l'environnement qui soit professionnel, familial, affectif, historique même, etc. Le concept d'environnement d'origine peut s'avérer très vague. Et il est important de souligner que, dans une moindre mesure, un changement aussi anodin qu'un rythme de sommeil bouleversé ou la prise de poste d'un nouvel emploi entre dans le champ de la définition. Dans le même ordre d'idées, fréquenter une nouvelle communauté, via un forum ou un groupe de discussion, entrer dans une association ou toute autre activité impliquant des relations sociales ou parasociales, peut entraîner une forme de rupture. Il est fâcheux de constater que nous avons tous plusieurs environnements dans lesquels nous ne sommes pas intégralement le même individu, et le développement d'une persona, d'une nouvelle forme d'identité physique ou numérique, fait partie intégrante des failles pouvant être exploitées par des communautés ou des personnes malveillantes. Internet, malgré ses incalculables qualités, est un terrain propice à toutes les formes de manipulation et de croyance. Alors la forme la plus efficace, c'est certainement Internet, et les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne raisonnent que par ce mode-là, et qui justement croient que sur ce genre de vecteur, finalement, la vérité est écrite là, elle n'est pas écrite ailleurs. Donc ils ne vont pas forcément écouter des mises en garde qui vont être prodiguées par des articles de presse, faire aussi sur le net, via des chaînes YouTube, etc., de la mise en vigilance de la part des gens, c'est une bonne chose, ça peut être efficace aussi pour que justement les gens ne gobent pas des choses toutes faites, toutes préparées. Parce que oui, on sait qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'atteindre, comme je disais tout à l'heure, directement dans le salon. Ils atteignent très très loin. Et nous, on voit des gens qui font des déplacements de 5, 600, 700 km pour assister ou bien à des colloques, ou bien pour aller se faire soigner par des gens dont on sait qu'ils sont répertoriés comme potentiellement déviants. Il serait profondément hypocrite de ne pas mentionner la pandémie mondiale dans notre discours autour d'Internet et de ses dérives. Rien n'est plus représentatif d'une rupture avec l'environnement d'origine qu'une interdiction formelle de quitter son domicile, qu'une injonction à la mise en danger d'autres individus par votre simple présence dans un lieu de passage. Et si la présence du virus est bien réelle, et que les mesures mises en place relèvent, si ce n'est de la science, au moins du bon sens, c'est bel et bien la nature invisible de la menace qui a rendu les gens prompts à chercher des solutions et à se rassurer, quitte à faire appel à l'ésotérisme le plus absurde. En fait, quand on parlait de vulnérabilité, c'est une vulnérabilité assez connue, mais c'est la recherche en fait de résolution rapide de problèmes. C'est-à-dire, c'est littéralement, par exemple, de vous apporter des résolutions instantanées, simples, en fait, à des problèmes, des problématiques qui sont vachement complexes. Ça marche, en fait, grâce un peu au concept de pensée magique. Enfin, ça va aller mieux demain, ou ça va aller à partir d'un moment, et ça ira mieux quand. Et en fait, il y a des gens qui créent énormément d'espoir dans cette notion de va y avoir quelque chose qui va me faire me sentir bien, qui va me faire me sentir mieux. Et je suis toujours dans la recherche de cette quête, dans cette quête de sens, de peu importe le sens que je cherche à mettre, du bonheur, de la spiritualité ou autre chose, on s'insère à l'intérieur et après c'est juste une escalade d'engagement.
C'est-à-dire après, je vais commencer à m'engager et à encore plus m'engager, et à la fin, je peux juste plus sortir. Et ça se base aussi sur cette notion de... on résout des choses complexes avec des trucs simples, mais si c'était aussi simple, en fait, on l'aurait résolu il y a très longtemps. Et donc je suis désolé. Les problèmes complexes doivent avoir des solutions complexes. Les deux grands thèmes, c'est religion et santé. Santé dans lequel on va même plus loin, où on inclut aussi développement personnel, le coaching, etc. Et que là, dans ces cas-là, on qualifie sous le nom de pratique non conventionnelle à visée thérapeutique, PNCAVT. Et là, on voit effectivement apparaître beaucoup de déviances depuis déjà un certain nombre d'années, avec une recrudescence depuis le passage Covid aussi, où il y a eu un effet booster avec le Covid. C'est beaucoup basé sur la peur. C'est-à-dire qu'on va créer souvent en fait dans cette identité de groupe, va y avoir, et on le voit souvent en fait dans beaucoup de mouvements, on va augmenter volontairement la perception de la peur, parce qu'au final la peur c'est une perception, et donc c'est-à-dire je vais augmenter volontairement ta perception, votre perception en fait de quelque chose, pour avoir une réponse comportementale qui va être complètement amplifiée, mais démesurée en fait par rapport à l'objet parfois. Et simplement parce que je commence à en avoir peur. Et vu que je commence à en avoir peur, je commence à avoir une insécurité qui se crée. Vu que je commence à avoir une insécurité qui se crée, je commence à rechercher, à me renseigner sur le sujet. Et là, qui sait en fait qu'est-ce que je vais retrouver sur le sujet, parce qu'aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, littéralement en fait on est dans un monde d'opinion. Et c'est là où une opinion ne fait pas vérité. La peur comme argument. Dans l'œuvre sur laquelle nous nous appuyons dans cette vidéo, on parle bien évidemment de rituels de purification pour ne pas nommer les choses pour ce qu'elles sont réellement. Totalement inefficace, tout le monde a compris de quoi il en retourne, sans que nous ayons à l'expliquer davantage. Si la dimension sexuelle entre rapidement en compte dans l'image devenue cliché, que l'inconscient collectif se fait des mouvements à dérive sectaire, il n'est pourtant pas forcément un point de départ. Il n'y a d'ailleurs pas obligatoirement besoin d'aller aussi loin dans la définition d'intégrité physique pour que des pratiques soient considérées comme toxiques et préjudiciables. L'intégrité physique, c'est avant tout une présence, une pratique en groupe qui implique le corps et l'esprit. Une pratique assez courante, mais qui est le love bombing, donc le bombardement d'amour, le besoin d'appartenance, on en parlait tout à l'heure, mais aussi le besoin d'être touché. Tout simplement, quand par exemple une personne n'a pas été touchée pendant plusieurs années, en fait se développe une sorte d'hypersensibilité sensorielle où la personne finit par, c'est pas un besoin d'amour, c'est un besoin de contact en fait avec les autres. Et que ce soit à distance ou simplement un contact verbal ou autre chose. Perfect Heaven possède un espace assimilé à une école, dans laquelle on enseigne les préceptes du groupe. Les enfants sont des êtres par définition faibles et innocents. C'est là aussi un cliché, donc un levier sur lequel il est facile de s'appuyer pour fragiliser et manipuler les parents. Bien entendu, les enfants sont considérés comme des individus à part entière dans les mouvements à dérive sectaire, et n'ont plus besoin de l'éducation de leurs parents une fois formatés. D'autant plus lorsqu'ils sont façonnés dès leur plus jeune âge par le dogme du groupe. Mais au départ, il s'agit bien d'une problématique liée à la parentalité et au désir de bien faire, de protéger ses enfants, de les mettre en garde contre tout ce que l'on considère, ici à tort, comme le mal. Qu'il soit considéré ou non, le discours du parent sur l'enfant est un outil pour mieux contrôler la cellule familiale et créer des angoisses et de la peur dans certains cas. On a eu des personnes qui étaient prêtes à faire acheter des abris pour se protéger, à la fois de certaines attaques, à la fois de la fin du monde. On voit bien qu'au milieu, dans le déroulé, il y a eu une rupture, à un moment donné, de l'analyse. Ces gens-là ont été dans une bulle cognitive, au point qu'ils n'ont pas été chercher ailleurs l'information. Et qu'ils ont estimé qu'ils étaient sûrs de leur coup, au point de prévenir leurs enfants et de les mettre en sécurité. Donc on voit que ça peut vraiment agir rapidement sur les cerveaux aussi, sur certains cerveaux. Si on revient à Sagebrush, Viola doit assumer le comportement dissident de Juliette. Mauvaise élève, elle remet en question le discours de James et n'a que faire des enseignements qu'on lui impose dans cette école de fortune. Le véritable problème dont il est question ici, ce n'est pas Juliette, mais plutôt l'incapacité de Viola à éduquer sa fille, à la faire aller dans le sens du groupe. Il est ici question d'intégration, d'instinct grégaire, de collectivité. Viola n'est pas conforme, quelque chose n'est pas lisse. Juliette est un défaut, il faut le gommer, faire comprendre à sa mère qu'elle ne sera jamais totalement intégrée et estimée dans le groupe, tant qu'elle n'aura pas réussi à régler ce problème. Cette notion de groupe, de collectif, est fondamentalement le point le plus important dans les mouvements à dérive sectaire. C'est le cœur même du fonctionnement,
du succès, oserions-nous dire, de la communauté. On est des êtres sociaux, on a besoin en fait des autres pour survivre, et c'est une dynamique en fait qu'on retrouve individuellement, collectivement, enfin même au sein des groupes, hein, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur d'un groupe, on est plus en fait qu'un individu, on est un individu à l'intérieur d'un groupe, donc à l'intérieur d'un autre système, et d'ailleurs c'est vachement intéressant parce que si on écoute juste la psychosociale, la réalité c'est qu'un groupe en fait c'est un individu à part entière. C'est-à-dire que dans cette logique de système, et dont on parlait tout à l'heure, donc un briquet, donc un système dans un autre, en fait, c'est au bout d'un moment, le groupe peut être vu, analysé comme un individu à part entière. C'est-à-dire que j'ai le groupe et j'ai les individus qui composent ce groupe. C'est-à-dire que dans un système, en fait, un individu est plus que un groupe, pardon, est plus que la somme de tous ses parties. Donc au final, je peux avoir énormément d'individus dans un même groupe, mais avec une identité en fait de ce groupe et qui est partagée entre tous les membres et toutes les personnes. C'est-à-dire que les personnes vont percevoir en fait des signaux, se sentir aimées en fait tout simplement. Et si derrière il y a une grosse fragilité individuelle, un manque de sens, un manque d'amour, un besoin d'appartenance, ben c'est là en fait vous répondez directement à un besoin primaire de la personne et qui va littéralement en fait s'encastrer en fait là-dedans et devenir un peu dépendant. En général, c'est à un seuil d'incrémentation où ils se rendent déjà plus vraiment compte, plus vraiment complètement leur libre arbitre, et du coup ils se retrouvent dans un contexte bienfaiteur où ils retrouvent des choses qui les apaisent, etc. Et finalement des gens qui discutent avec eux, qui sont leur ego. Contrairement à la vie habituelle où finalement ils peuvent se retrouver avec des gens sur lesquels ils vont se considérer qui ne sont pas à leur niveau, ou qui sont en dessus, etc. ou qui vont tout simplement pas se comprendre entre eux. On va totalement en fait enlever l'individualité de la personne au point en fait qu'il y ait juste une reconnaissance et une existence en fait à travers le groupe. C'est-à-dire que la pensée va être entièrement tournée vers le groupe, par le groupe, et il n'y a plus tellement cette notion un peu comme vous et moi de je suis quand même un individu, c'est-à-dire j'ai ma propre pensée avant de penser en fait à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu deux muscles différents, c'est un peu ce muscle de l'égoïsme, et en fait je l'atrophie volontairement, et au point qu'il n'existe quasiment plus. Donc qu'est-ce que veut mon groupe? Qu'est-ce que veulent les autres? Qu'est-ce que veut mon leader? Qu'est-ce que veut tout ça? Mais pas qu'est-ce que je veux moi, parce que ce que moi je veux n'a pas d'importance. Sauf si c'est de l'importance pour mon groupe. C'est-à-dire que même en fait dans l'entretien du groupe, il va y avoir cette notion que si je ne le fais pas, je vais être culpabilisé par les autres. C'est-à-dire que littéralement, si je ne participe pas aux événements de groupe, si je ne participe pas avec mon groupe ou avec la filiation particulière que j'ai avec ce groupe, au bout d'un moment, en fait, je risque de me faire éjecter. Et en fait, on joue là-dessus. Je vais fonctionner par punition et par récompense. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui va dans le sens du groupe, dans le sens du dogme, en fait, ou de la règle qui est posée dans cette norme, vous êtes récompensé. Et quand vous allez en fait en dehors de ça, vous êtes puni. Et souvent, c'est pas des énormes punitions, mais c'est des punitions plutôt à titre émotionnel. C'est-à-dire que je vais vous enlever certains privilèges. Et imaginons, dans votre groupe, vous êtes 30. Et tout d'un coup, il y a 29 personnes qui vous font la gueule. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de vous parler, qui vous ostracisent littéralement de toute interaction. Et c'est extrêmement violent, au point que littéralement, vous allez dire le contraire de ce que vous pensez. C'est-à-dire que le culte, en fait, il est cultivé par le groupe, il est cultivé par les adhérents ou les personnes qui pensent en fait là-dedans. Et c'est ça, en fait, au bout d'un moment, c'est que dans ce genre de dérive, le leader, en fait, il finit toujours par disparaître. Ce sont les personnes, en fait, qui croient en ce leader qui finissent par faire les actes horribles qu'on peut voir. Dans certains documents trouvés durant notre exploration, avant même que le gouvernement ne soit associé à l'ennemi par le leader, le tableau de présentation des résidents du ranch font mention de mauvaises églises et d'institutions corrompues. Souvenez-vous que Jim Jones, le leader de Johnstone, se disait espionné et persécuté par le gouvernement américain, tout comme Koresh au Mont Carmel. L'emprise se fait là encore via l'amplification d'un sentiment de peur. Et pour créer de la peur, quoi de mieux que d'avoir un ennemi puissant, tentaculaire, que l'on sait être partout, sauf dans notre groupe. C'est ça qu'il faut garder présent à l'esprit. Quand on est adepte, on n'est pas dans la même notion que celui qui n'y est pas. On est à l'intérieur du cercle dont je parlais tout à l'heure, on n'est plus à l'extérieur, et on a l'impression que c'est ce qui se passe à l'extérieur qu'il ne faut pas faire. L'ironie ici, c'est également de constater notre capacité à tout remettre en question.
les discours antisociaux de certains mouvements sont à l'origine de théories du complot, donnant de la force aux leaders ou à leurs adeptes. Il en existe autour de Johnstown, d'autres autour de Waco. En France, l'ordre du Temple solaire est un sujet formidable pour publier des livres de théories sur les puissants gravitant autour du culte. Un des aspects les plus remarquables dans le discours antisocial et la vie d'un groupe dédié à un dogme, c'est bien entendu la création d'un vocabulaire, l'emploi de mots soit totalement nouveaux, soit détournés de leur signification première. Pourquoi réécrire des mots ? C'est parce que dans ces cas-là, les adeptes se retrouvent comme un peuple d'initiés, en fait, se considèrent comme un peuple d'initiés et forcément se différencient du monde extérieur par ce langage-là. Donc c'est une des tactiques finalement mises en place par le gourou lorsque c'est un bon manipulateur. En général, si les gourous c'est qu'il l'est, c'est que au travers de ce langage-là, les gens vont se reconnaître entre eux et vraiment vont se différencier. D'où la notion de peuple particulier. Bien entendu, cet aspect est à prendre avec d'énormes précautions. Et s'il peut constituer un indice de quelque chose, il n'est pas exclusif pour autant au mouvement à dérive sectaire. Nous vous mettons au défi de parler de speedrun avec des membres de votre famille non initiés aux jeux vidéo. Pourtant, et nous l'espérons, le speedrun n'est pas considéré comme un mouvement à dérive sectaire, et ce, malgré son vocabulaire très spécifique. Écoutez des artisans, des passionnés de tech, ou bien même des commerciaux discuter entre eux, et vous constaterez que le vocabulaire d'initié est une forme de reconnaissance entre pairs, et que tout le monde l'utilise naturellement, sans arrière-pensée. C'est un point qui ne figure pas dans la narration de Sagebrush. Chose importante, la dérive sectaire ne coche pas forcément toutes les cases, et certains points sont plus exacerbés que d'autres, suivant le mouvement. Tous les critères ne figurent pas dans chaque dérive, ce qui rend leur identification délicate. Toutefois, la déstabilisation mentale est toujours présente, dans chaque cas de dérive sectaire. S'il est plutôt difficile de définir précisément ce que représente l'ordre public, tant sa conception est vaste, nous avons choisi de le résumer, maladroitement, par ensemble de règles qui assurent la sécurité et la stabilité des citoyens. Et en partant de ce postulat, nous l'admettons volontiers quelque peu bancal, les troubles à l'ordre public englobent un bon paquet de situations. Ivresse dans un lieu public, exhibitionnisme, tapage nocturne, émeutes, manifestations non déclarées ou attroupements sont considérés dans beaucoup de pays comme des troubles à l'ordre public. Un groupe de fumeurs rassemblés sur un trottoir devant un pub constitue tout autant un trouble à l'ordre public qu'une séance de méditation au milieu d'une place publique. Une rave party dans un hangar tout autant qu'un défilé d'un mouvement politique aux idées extrêmes. À partir de ce constat, il est évident que trouver des exemples pour des mouvements à dérive sectaire devient plus facile. Une fois encore, la difficulté du travail de la Miviludes et des associations de lutte contre ces dérives réside dans l'identification du niveau de dangerosité présent ou à venir de ces manifestations. Également absent du jeu, l'existence de condamnations judiciaires est un facteur qui apparaît comme une preuve évidente de la nature malhonnête ou illégale du mouvement au premier abord. Cependant, bon nombre d'entre eux crient à l'injustice et rebondissent sur ces condamnations, les transformant en outils de communication marketing, en coups de pub gratuits pour la liberté de culte et d'expression. N'est-il pas plus facile d'avoir de l'empathie pour un martyr que pour un criminel ? Pour revenir sur le cas Wayne Bent, son arrestation et sa condamnation n'ont fait que renforcer les convictions et les liens du groupe qu'il avait formé. Il s'agit presque d'une publicité gratuite, et surtout d'un argument d'autorité sur les adeptes. En effet, le monde les observe, les juge et les condamne. Le leader devient une figure de martyr et assoit définitivement son discours antisocial. Comme observé précédemment, vivre en autarcie éloigné de toute civilisation a un coût. Que l'on donne tout ce que l'on possède pour la survie du groupe ou que l'on travaille sans être rémunéré, il s'agit tout simplement d'abus de faiblesse et de manipulation pour le soi-disant bien-être de la communauté. Se consacrer tout entier à une communauté qui nous assure de quoi vivre, c'est une forme de travail déguisé. Faire du bénévolat pour un établissement à but lucratif appelle également à une certaine forme de vigilance. Dans certaines communautés, il y a des gens qui en manipulent d'autres, au travers de certaines réunions le week-end par exemple. C'est à vocation de faire vivre une bâtisse ou de restaurer une bâtisse, donc c'est de la main-d'œuvre pas chère, donc ça revient à l'argent en fait, en réalité. Nous constatons également qu'au-delà des circuits économiques, c'est bien souvent tout le circuit dit traditionnel qui est détourné. Et depuis maintenant quelques années, c'est dans le domaine de la science, et plus particulièrement de la santé, que le recrutement se fait massivement. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la rubrique « Actualité » de la Miviludes affiche une campagne de prévention contre les dérives sectaires en santé dans les pharmacies, et une formation ayant pour thème «
les dérives sectaires dans le domaine du coaching, de la formation professionnelle et de la santé. On le voit énormément en fait dans certains postulats en fait de départ et notamment dans le développement personnel, c'est-à-dire l'appel en fait à la pensée magique, c'est-à-dire à une solution miracle qui va être là et qui va résoudre tous mes problèmes. Je ne suis pas heureux, et ben tiens, regarde, il y a ce programme qui existe pour te faire te sentir heureux. Mais honnêtement, et ce que je dis à tous mes patients, si j'avais un livre pour vous rendre heureux, croyez-moi, je l'utiliserais tous les jours. En fait, à partir du moment où je vous vends quelque chose, déjà, en fait, c'est biaisé. Par exemple, moi, je vends mes services, mais je vends, en fait, un accompagnement. Je vends pas, en fait, une solution miracle. Je vous dis pas, prenez tel cachet ou prenez tel... ou suivez tel programme et tout d'un coup, vous allez vous sentir mieux. Littéralement, en fait, c'est pas éthique de faire ça. Et moi, je ne pourrais jamais me voir faire ça. Il faut beaucoup se méfier, par exemple, de les réponses sont en vous. C'est à la base de tout le développement personnel, c'est de dire, parce que c'est jamais la faute du thérapeute, c'est pratique. C'est dire, bon, les réponses en vous, moi je suis juste là, je vais vous aider à les activer. Oui, mais vous allez m'aider comment à les activer? Et à la fin, moi ce que j'attends de vous, c'est qu'il y ait des résultats. Si vous me dites que les résultats, c'est que les miens et que c'est jamais les vôtres, c'est ça qu'il faut, c'est ça la vigilance. Nous le répétons encore, mais lorsqu'il s'agit de problèmes de santé, et plus précisément de santé publique, et que ce problème peut vous toucher vous, vos amis, votre famille, vous avez un besoin de réponse. Ces réponses, complexes, ne peuvent pas immédiatement être apportées par les autorités de santé. La peur qui hante une partie de votre psyché va alors chercher des réponses peut-être moins conventionnelles mais plus accessibles. Et c'est en exploitant votre peur et votre vulnérabilité que des personnes mal intentionnées vont entrer dans votre tête. Comprendre comment exploiter l'angoisse, c'est manipuler l'autre. Ce point est probablement le plus difficile à décrypter. Si au premier abord on suppose que le mouvement vise à contrôler une instance politique, il en existe des cas, il faut être un peu plus souple sur la définition. Se faire passer pour une ONG, organiser des événements caritatifs ou humanitaires, demander des subventions ou faire changer son statut associatif pour quelque chose de plus officiel, passer des partenariats avec des instances municipales. Voilà le genre d'action que peuvent mettre en place les mouvements à dérive sectaire pour polir leur image et s'infiltrer auprès d'un public totalement désintéressé dans un premier temps. Tout comme pour le cas du trouble de l'ordre public, il y a toujours des nuances à avoir. Utiliser une association pour se faire une place dans l'opinion publique peut être considéré comme une tentative d'infiltrer le pouvoir, tout comme affirmer un soutien sans faille à un parti politique par le biais des réseaux sociaux. Là encore, tout le travail de la Miviludes réside dans l'estimation du niveau de dangerosité de ces actions. Nous venons de le voir, identifier un mouvement à dérive sectaire n'a rien d'évident, et ce, même pour les experts sur le sujet. Loin des clichés de représentation visuelle propres à la fiction, les groupes n'ont pas forcément de code commun, de costumes de scène ou autres signes ostentatoires permettant d'identifier leurs adeptes. Si dans la fiction, la représentation, il faut bien identifier l'antagoniste, se fait presque toujours immédiatement, nous sommes pourtant bien loin des codes des Rivières Pourpres et sa société secrète encapuchonnée, ou du récent Anthracite, mettant en scène des puissants masqués de crânes d'animaux. Conscient de la fonction narrative du costume, le discours est pourtant totalement contre-productif, faisant de la secte un fantasme, une forme d'ennemi identifiable au premier instant, échappant à tout le discours autour de la prévention, qui pourtant semble aujourd'hui nécessaire. Trop souvent, la secte peut être remplacée par un autre antagoniste, un monstre, une entreprise, une entité identifiable et masquée. La secte sans nom de Jaume Balaguerro, lent et anticlimatique, tout comme le Suicide Club de Sionsono, dans lequel on cherche des réponses invraisemblables, sont certainement plus pertinents, parce qu'ils n'ont finalement que peu de spectaculaire à offrir dans leur développement. C'est bien évidemment dans le documentaire qu'il faut aller fouiller pour se faire une idée plus claire et réaliste de l'existence de ces mouvements, de leur création à leur destruction pour certains. Et parmi la multitude de documentaires existants, c'est vers Kumare, un métrage de 2011 signé Vikram Gandhi que nous attirons votre attention. De son postulat de départ à sa conclusion, Kumare questionne son spectateur autour de thématiques simples. La naissance d'un mouvement à dérive sectaire naît d'une simple volonté. Il suffit parfois de quelques minutes pour tomber dans le piège. L'être humain a besoin de spiritualité et de croyance, et personne n'est prêt à faire le lien entre le groupe qu'il a rejoint et son affiliation à une dérive sectaire. Le réalisateur, s'improvisant lui-même gourou pour les besoins du film, perd d'ailleurs pied petit à petit en constatant les dégâts psychiques qu'il est en train de causer auprès de ses suivants, alors même qu'il n'exerce qu'une simple présence. Une fois le mythe brisé,
La révélation consommée? Qu'advient-il de ces personnes qui ont cru bien faire, qui se sont senties si spéciales, qui ont consacré du temps, si ce n'est tout leur temps, à évoluer dans un groupe qu'ils pensaient être bon pour eux? Prévenir plutôt que guérir semble être la solution la plus évidente. Cependant, elle fait encourir le risque de renforcer la victime dans ses prises de position et ses croyances. Quand le process est très avancé, c'est très compliqué de revenir en arrière. Nous, on dit toujours que l'idée, c'est de jamais lâcher la personne, parce que nous, on voit pas souvent les victimes, puisqu'elles ne se sentent pas victimes dans les process que je décris. C'est les proches qui sentent et qui voient le changement. Donc, on essaie de les conseiller pour leur dire que justement, il faut surtout pas dire t'es dans une secte, t'es dans ceci, t'es dans cela, parce que à minima, la personne, elle est dans sa croyance. À maxima, elle va déjà avoir mis 1 voire 2 pieds dedans. Et on va l'avoir préparée justement à dire que autour de toi, on t'a dit que ça fonctionnait, mais c'est pas ça. Comme la personne aura été préparée, elle y croit pas et ça fait que renforcer les croyances. Et c'est donc justement pas ça qu'il faut faire. Parce que l'idée, c'est pas de renforcer la croyance quand la croyance peut mener à quelque chose d'important. Si la Mivilude est un organisme important, il faut souligner qu'il existe d'autres instances, d'autres organismes auprès desquels vous et vos proches peuvent demander des conseils et un accompagnement. Si au premier abord ces structures paraissent moins puissantes, elles sont pourtant plus à même de répondre rapidement à des sollicitations et à rencontrer les individus pour les conseiller autrement qu'à travers du prisme juridique. Et nous, notre rôle, j'allais dire, il est assez difficile dans le sens où recevoir les personnes, donner des conseils, c'est pas se mettre à leur place non plus, c'est les gens qui restent et qui décident. C'est ne pas non plus aller sur le terrain de la croyance, parce que notre but, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas de combattre les croyances. D'abord, ça sert à rien. Ensuite, les croyances sont tellement infinies qu'on n'a pas la prétention de toutes les connaître. Et ensuite, que c'est complètement inefficace. Donc, il n'y a pas de réponse finale. Mais il nous arrive évidemment, heureusement, d'avoir des résultats. La meilleure chose, c'est que quand la personne elle-même a un déclic. Parce que ça vient d'elle et qu'à partir du moment où c'est la personne qui va se rendre compte, elle va réactiver son esprit critique qu'elle aura perdu momentanément et donc elle va pouvoir elle-même trouver les moyens de s'en sortir. Un accompagnement médical, psychologique et physique semble là aussi être une solution évidente. Les structures d'accompagnement pourraient vous diriger vers des experts avec lesquels elles ont l'habitude de travailler. Il serait fâcheux de tomber dans un piège immédiatement après s'être sorti d'un autre. D'autant plus que l'on sait le secteur du bien-être et de la santé le plus touché par les dérives actuellement. En termes de perte de repères, on va sur des pertes de repères principalement sociaux. C'est-à-dire que les personnes vont être totalement isolées, ils vont avoir une manière de parler qui est complètement différente. Plus individuellement, ce qu'on repère beaucoup en fait chez ces personnes, c'est qu'une fois en fait qu'ils sortent totalement de ce système, on va quand même avoir des personnes qui sont très... comment dire ça ? Très cassées. C'est là où on peut avoir facilement l'apparition de gros troubles anxieux, de dépression, de traumatisme et de stress post-traumatique. Et derrière, globalement, on a des individus qui sont totalement brisés psychologiquement en fait, et qui ne savent pas juste comment se repérer en fait, dans ce monde d'aujourd'hui. C'est un accompagnement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas juste une seule personne qui doit prendre en charge tout ça, mais un groupe de personnes, parce que tout le monde a sa part à jouer. Sur un plan individuel, la personne peut effectivement suivre une thérapie, c'est-à-dire pour se reconstruire sa propre identité, pour se reconstruire une image de soi, et se réapproprier sa propre identité est déjà en fait un premier pas pour en fait s'en sortir. L'accompagnement judiciaire et financier, parce que généralement, les personnes qui vont sortir de là sont complètement brisées, alors sur un plan psychologique, mais aussi ils n'ont plus une thune. Et donc, c'est là où, quand on sort de là, on ne sait plus faire de l'administratif, on ne sait plus... on n'a souvent plus de liquidité, on n'a plus rien du tout. Et aussi la question de l'orientation professionnelle, parce que souvent, ce sont des personnes qui se sont arrêtées de travailler, en fait, pour être à plein temps, bénévolement, en fait, dans un mouvement. Et donc, vraiment, sur un plan pratico-pratique, accompagnement juridique, judiciaire, mais aussi administratif, accompagnement financier et accompagnement, donc orientation professionnelle pour se réinsérer dans la société. La personne ne fait plus la distinction, en fait, entre son passé et son présent, et il n'y a plus, en fait, cette connexion à cette forme de réalité. Presque, en fait, il vit dans une réalité alternative qu'il n'arrive plus à comprendre, où il ne fait pas de distinction, et à ce moment-là, c'est étrange. C'est-à-dire la personne vit dans un état d'étrangeté. C'est comme un état de conscience modifié, en fait.
rien n'a l'air réel. Souvent, c'est des personnes qui vont se sentir énormément coupables en fait de ce qu'ils ont vécu. On parle parfois de traumatisme, mais en fait, même le sentiment d'être bête, tout simplement, de s'être laissé piéger en fait dans ce genre de système et d'avoir été aussi vulnérable, et donc déjà de déculpabiliser, de déstigmatiser, mais parce que la société peut être très stigmatisante vis-à-vis de ce genre de personnes. La famille et l'ancien groupe d'amis ou l'ancien groupe social en fait d'appartenance à la personne est quand même une notion vachement importante. Et c'est là où c'est un accompagnement complet. C'est-à-dire que même nous en thérapie, par exemple, on incite les personnes à ne pas s'isoler. On les incite en fait à revenir et à refaire en fait du mouvement, à se réinsérer. On travaille sur la honte, sur la culpabilité, on travaille sur les traumatismes, peu importe ce qui a été créé, que ce soit anxiété, dépression ou plein d'autres thématiques en vrai. Et ça en fait, ça ne sert à rien si derrière il n'y a pas un système de ressources complet en fait qui est créé. Et je peux pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est pour ça qu'on parlait de système tout à l'heure et de systémie, mais je peux pas avoir une personne qui soigne ses traumatismes et qui soigne sa dépression ou ses troubles anxieux généralisés et qui derrière en fait n'a pas de travail, n'a pas de stabilité en fait au bout d'un moment. C'est pas possible. C'est-à-dire que forcément derrière la personne est vulnérable et va retomber exactement dans les mêmes travers ou dans des travers encore pires parce que maintenant elle est seule et isolée. En fait c'est un réaccompagnement à l'autonomie. Et pour moi, ça c'est assez central en fait dans le fait qu'une personne se sorte définitivement en fait de ce genre de piège. Si souvent la secte est dans la fiction présentée comme un antagoniste redoutable, sa représentation est souvent un prétexte servant à donner du corps à un scénario manquant de substance, ou une facilité pour caractériser visuellement un groupe, associant immédiatement pour le spectateur l'apparence de ses membres à des intentions malveillantes. Dans les faits, la réalité est tout autre. Les limites qui définissent le caractère sectaire d'une organisation ne sont pas claires. Le plus souvent, on ne s'en méfie pas tant que ça, et le cliché de la messe clandestine réunissant dans les ténèbres une congrégation de fanatiques encapuchonnés s'efface devant l'influence bien réelle des coachs en développement personnel et des crudivoristes proposant un raccourci vers le bien-être. Si nous avons consacré une bonne partie de notre vidéo à une tentative de vulgarisation et de prévention, il est pourtant difficile d'être satisfait de notre travail. Premièrement, car il est très compliqué de communiquer de façon pertinente sur le sujet, tant il est vaste et pourtant si précis, tant il est en perpétuelle mutation, tant le sujet mérite une implication totale et l'expertise de multiples spécialistes. Nous espérons cependant avoir éveillé certaines consciences, avoir renseigné, à notre humble échelle, avoir au moins interpellé votre curiosité. Deuxièmement, parce qu'il est évident que le sujet est généralement passé sous silence à moins d'une catastrophe macabre, ou du moins pas assez pris au sérieux. Et si on suppose, comme souvent, que ça n'arrive qu'aux autres, qu'on est immunisé à toute tentative d'influence, que faire ? Balayer d'un revers de la main, la question est probablement éludée, reflet de notre incompétence à résoudre ce problème dont les réponses nous apparaissent comme inaccessibles. Bien souvent parce qu'on a peur. Ou que l'on est ignorant. Chacun des échanges que nous avons eu l'occasion d'avoir lors de la recherche et de l'écriture de cette chronique a toujours pointé dans la même direction. Se renseigner, rechercher, échanger, ne pas se résigner et fondamentalement faire preuve d'esprit critique. Remettre en question ses croyances, questionner son entourage, prendre du recul sur ce nouveau groupe de personnes que vous fréquentez, c'est poser des mots, des notions. Et il ne suffit parfois pas plus que ça pour éviter de s'engager dans une spirale négative, pour se donner corps et âme à une cause qui semble pourtant totalement à l'écart de vos convictions passées. Seulement, ça prend du temps. Il sera toujours plus simple de se laisser séduire par une proposition immédiate, de trouver une réponse rapide et simple plutôt que de consacrer du temps à recouper ces informations. Et c'est déjà là le premier pas vers le piège. Sagebrush est lui aussi une tentative, un signal d'alarme qui place le joueur face à un terrible constat. Il faut du temps pour se rappeler, pour se remettre en question, pour digérer cette partie de notre vie que l'on a consacrée à l'erreur. Nous n'oublions jamais complètement. Nous ne guérissons jamais complètement. Cela fera toujours partie de nous. Et le jeu de Ned Behrens nous propose de le vivre par procuration, d'activer des signaux qui, si nous sommes amenés à les croiser un jour, nous serviront d'outils pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. En décidant de faire de son jeu un témoignage, il évite de tomber dans toute esthétisation, toute potentielle glorification, et nous fait traverser un souvenir, épuré, vidé de tout détail dénué d'importance,
ne mettant en scène que les étapes importantes de la vie de Liliane au sein de ce groupe. Si le jeu est méconnu, il mérite pourtant toute notre attention. Il est court, discret, ne fait pas beaucoup de bruit et n'a pas beaucoup d'effets visuels. Il est comme son personnage principal. Il tente d'exister parmi une multitude de propositions, d'appartenir à un groupe qui ne lui a laissé que peu de place, celui des jeux importants, de ceux auxquels on joue, ceux dont on parle, ceux que l'on met en avant. Il ne tient qu'à vous, à présent, d'aller à sa rencontre et de partager son histoire, celle de Liliane, celle des membres de son groupe, d'avoir les clés pour comprendre, critiquer, être en colère, triste, puis enfin pardonner, et ne pas croire les victimes plus stupides que vous. Ce n'est pas l'intelligence ou la sagesse qui leur ont manqué, et ce qu'ils y ont cherché, c'est quelque chose que la société ou leurs proches n'ont su leur apporter. Ne jamais hésiter à tendre la main, pour demander de l'aide ou pour la proposer, c'est certainement le meilleur conseil que nous puissions donner.